Eh bien, je vous remercie d'être venu et j'espère que vous ne serez pas trop déçus car je ne vais rien vous apporter de nouveau. L'intitulé de cette causerie, Les crèches lyonnaises, est un peu énigmatique, semble-t-il, car le mot crèche a plusieurs sens, comme vous le savez, tous découlant du premier, mangeoire pour les bestiaux. Attesté d'ailleurs dès l'ancien français à partir de 1150. Alors la causerie pourrait être tout simplement une étude dialectologique de la carte crèche de l'Atlas linguistique et ethnographique du Lyonnais. Mais l'étude serait vite faite car les réponses se divisent en deux groupes, le mot français crèche ou le mot de franco-provençal crépi, crépa. Donc ça serait très vite fait. En revanche, ce serait beaucoup plus intéressant, mais la carte n'est pas encore publiée, l'étude dans l'Atlas linguistique roman, c'est-à-dire un atlas qui regroupe tous les pays de langue romane. Alors là, on pourrait voir quelles sont les régions qui ont opté pour le mot d'origine latine, praesepex, ou ceux qui ont opté pour le mot d'ancien francique, cripia. Mais déjà, au seul niveau des langues nationales, l'italien, l'espagnol ont un mot d'origine latine. Alors, ce premier sens s'applique spécialement à la mangeoire où Jésus fut déposé au moment de sa naissance, et la représentation de cette crèche donna lieu aux crèches familiales et aux crèches spectacles. En français moderne apparaît le sens d'asile pour les enfants trouvés. Ferdinand Bruno, dans son Histoire de la langue française des origines à nos jours, dans le tome 6, trouve l'attestation de ce sens pour la première fois en 1782. Et presque un siècle plus tard, à peu près, c'est-à-dire depuis 1863, crèche a le sens pas tout à fait moderne tout de suite, parce que c'est un asile pour les petits-enfants pauvres, pendant que la mère s'absente pour travailler. Puis ensuite, ça prendra le sens, c'est ouvert à tous les enfants, pauvres ou riches. Et je ne parle pas encore des sens techniques, comme celui de établi où se trouvent fixés dans une corderie les divers peignes, des sens argotiques, mansarde, etc., ou crèches-tu, etc. Alors c'est le premier sens, appliqué à la mangeoire où Jésus fut déposé au moment de sa naissance, et aux représentations spectacles que cette mangeoire a inspirées, que je vais consacrer cette petite causerie. Alors, les crèches spectacles, eh bien, dans le théâtre des marionnettes, on nomme crèches les théâtres aux techniques variées, c'est-à-dire soit à tringle, soit à fil, qui ont fleuri dans plusieurs régions de France et d'Europe, d'ailleurs, la France n'a pas l'exclusivité, entre la fin du XVIIIe siècle et le début surtout du XXe siècle. Alors, l'humour et la satire tiennent une place importante, ce qui conduira d'ailleurs la police à surveiller ce genre de spectacle. En témoigne pour Lyon la série d'arrêtés du préfet du Rhône visant au contrôle des cafés chantants, crèches, théâtre à la Guignole et théâtre de société. Alors, quelles sont les origines du théâtre de crèche ? Eh bien, il prend ses sources dans de multiples formes de représentation religieuse. Dès le XIe siècle est attestée à Rouen une figuration de la nativité dans l'église même, alors avec des enfants de chœur qui sont déguisés en anges, il y a des bergers habillés pittoresquement, et puis il y a un chœur d'anges, probablement un embryon de chorale. Et au Moyen-Âge, on sait aussi qu'il y avait des genres de statues animées qui représentaient dans les églises des scènes de l'Évangile à destination du peuple qui, le plus souvent, était illettré. Elles furent interdites par le Concile de Trente parce que ces représentations
eh bien, certes, elles étaient tirées, elles partaient de l'Évangile, de la Nativité, ou elles pouvaient s'étendre à d'autres parties de la vie du Christ, mais elles étaient entrecoupées de réflexions un peu grivoises, etc. Donc le Concile de Trente va interdire ce genre de représentation. Donc le Concile de Trente, 1545, 1563. Alors, elles vont avoir lieu sur les parvis et parfois même dans les rues. Donc c'est la première origine de ce théâtre, ces statues, ces personnages, parce que quelquefois ce sont des espèces de statues en carton, vous voyez, ce n'est pas forcément des êtres en chair et en os. Deuxième possibilité d'origine, parallèlement les mystères. Les mystères mettent en scène la vie du Christ. Alors là, c'est un genre littéraire et c'est à la fin du Moyen-Âge et au début du XVIe siècle, en gros 1450-1550, que sont composés les grands mystères. Alors, composer et faire jouer un mystère, c'est en fait matérialiser en scène un morceau de vie du Christ. Le plus souvent, c'est ou la passion du Christ. Même si d'autres sujets, comme la vie de Saint Alexis par exemple, des sujets historiques ou des sujets mythologiques appartiennent aussi au genre. Vous voyez, les mystères, ce n'est pas forcément réservé à des scènes religieuses. Mais la critique a beaucoup insisté sur les scènes de diablerie et de torture qui étaient introduits dans ces scènes de vie du Christ ou de saints. Et la truculence se mêlait à la grossièreté, à l'indécence, et elle atteignait parfois, comme dans la flagellation du Christ, eh bien, une violence tellement insoutenable que c'est le Parlement de Paris, en 1548, qui va interdire la représentation de ces mystères. Et puis, troisième origine possible du théâtre de crèche, ce sont des chants accompagnant la liturgie au Moyen-Âge, mais qui peuvent avoir servi de livret au premier spectacle de marionnettes jouant la Nativité. Et je vous en donnerai deux exemples. Alors, avant d'aborder tout de suite les crèches lyonnaises, je voudrais vous montrer que ce n'est pas une spécialité lyonnaise. Et je vais vous présenter quelques crèches françaises. Les plus célèbres sont la crèche byzantine, apparue vers la fin du XVIIIe siècle, avec une figure emblématique, Barbizier. C'est un vigneron et qui dit carrément, crûment, ce qu'il pense, y compris devant le petit enfant Jésus quand il vient lui rendre hommage. Et il est accompagné de sa femme, la Nitour, en français c'est la nature. Drôle de nom, mais enfin. Alors, ce Barbizier est un personnage tellement connu dans le folklore franc-comtois qu'une revue qui s'appelait d'abord Revue de folklore, puis quand ça a été pas très bien vu, folklore, ça faisait pas très sérieux, Revue d'ethnologie byzantine, eh bien, la revue a pris comme titre tout simplement Barbizier. Et alors vraiment, Barbizier incarne l'esprit frondeur des francs-comtois. Il y a également la crèche amiénoise, qui a aussi son personnage populaire, la Fleur. Et la Fleur est une marionnette qui, je crois, a rendu visite à Guignol, où Guignol a été voir la Fleur. Enfin, ce sont des marionnettes qui s'entendent très bien. Et Barbizier et la Fleur ont pour trait commun leur irrévérence. À Nancy, également, il y a eu un spectacle de figures mouvantes en cire et en relief. Donc, vous voyez, ce n'étaient pas des marionnettes, c'était des figures qu'on fabriquait en cire et en relief. Enfin, elles avaient vraiment la forme d'un personnage, d'une personne. Et elle a eu lieu sous le nom de Bethléem, à Nancy, pour la première fois en 1752. Cette pièce mettait en scène tous les personnages de la crèche, bien sûr,
et elle durait 1 heure. Mais il y avait aussi d'autres personnages, et il y avait notamment la reine de Hongrie. Et la reine de Hongrie, elle remerciait, on la faisait remercier de l'offrande que les gens qui étaient venus au spectacle avaient bien voulu donner. Alors, les magistrats se sont révoltés. On dit c'est scandaleux de transformer une reine en quêteuse. Donc la reine est devenue la quêteuse, tout simplement, et le spectacle a pu se poursuivre. Et il avait encore lieu au début du XIXe siècle, donc vous voyez, depuis 1752. En Provence, évidemment, on joue également à Noël des pièces, les pastorales, où des personnages locaux, le remouleur, la poissonnière, la marchande d'ail, etc., vont présenter leur hommage à la Sainte Famille. Mais ce sont des santons. À noter qu'à Marseille, entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, apparaissent des crèches parlantes, qui consistent simples marionnettes mécaniques dont le mouvement est accompagné de chants de Noël. Et à Aix-en-Provence, il y a également des crèches parlantes. Et je crois qu'au musée Gadagne, ils ont une de ces marionnettes mécaniques. Le reste, l'ensemble de la crèche étant conservé à Aix-en-Provence. À Nice, enfin, il y a le présépi niçois, présépi, donc mot d'origine latine, et non pas le mot d'origine francique, crèche, était plus près. Alors là, dès le début, il était c'était vraiment guignol. Il était installé dans les locaux les plus invraisemblables, car il n'avait pas pu s'installer dans les églises. Dès la première représentation, il avait été expulsé. Alors, il rassemblait les meilleures familles et les gens plus simples, mais le sujet principal, donc la nativité du Christ, ne servait qu'à mettre en scène des personnages comiques et dans des situations burlesques. Ces représentations avaient lieu avant la messe de minuit et c'était plutôt une comédie populaire, brodée d'anachronismes, de calembredènes, de propos burlesques, mais de bonhomie malicieuse, et avec une trame extrêmement souple du récit évangélique, bien évidemment. Alors les crèches lyonnaises, vous voyez, s'inscrivent dans une tradition française, pour ne parler que du domaine français. Alors l'historique des crèches lyonnaises, eh bien, on peut dire que le théâtre de Guignol se coule dans une ancienne tradition de spectacle qui mêle divers types en un même lieu et en une même représentation. Toujours le sujet, c'est un thème religieux, un aspect de la vie du Christ, mais plus ou moins développé. Et ça va arriver à ce qu'il ne restera pratiquement plus rien. Et on arrivera à Guignol. Alors, ce sont des théâtres qui jouent la crèche à Noël. Le premier théâtre de marionnettes permanent, installé dans la ville, était une crèche. Donc, c'est intéressant. Vraiment, le premier théâtre de marionnettes permanent, c'était une crèche. Elle avait ouvert ses portes au bas de la Grand-Côte, le 31 janvier 1770, mais on n'a pas réussi vraiment à localiser l'endroit. En bas de la Grand-Côte, mais c'est un peu vague. Et Laurent Mourguet travaillait d'ailleurs dans une crèche de la rue Noire, chez Brunet, en même temps qu'il donnait des représentations de Guignol au rez-de-chaussée de la maison où il logeait, car c'était pour lui un travail d'appoint, car il avait 10 enfants à nourrir. Alors chez Brunet, donc rue Noire, je signale d'ailleurs qu'à cette époque, la rue Noire comptait pas moins de 4 crèches, de 4 théâtres crèches. Et la rue Noire, c'est la rue Stella maintenant, pour la situer, qui est devenue la rue Stella d'ailleurs par décision du conseil municipal datée du 30 avril 1858. Donc, dans cette crèche de la rue Noire, Mourguet servait vraiment d'homme à tout faire. Il manipulait, il construisait les décors et il apprend peu à peu tout ce qu'un marionnettiste doit savoir. Et il va aussi se familiariser
avec le répertoire de la crèche et plonger ainsi dans les racines les plus populaires du spectacle de marionnettes. Et c'est de ce théâtre-là que Guignol sera nourri. Mourguet joue notamment le rôle du père Coquart. Alors le père Coquart, c'est le Lyonnais, comme Barbizon était le franc-comtois, c'est exactement la même chose. Barbizet avait une femme, la Nitour, et Coquart a une femme, la Coquart. Et vraiment, le père Coquart et sa femme représentent le petit peuple qui vient rendre hommage à l'enfant Jésus. Et au beau milieu du faste, de la solennité, par exemple de l'arrivée des rois mages avec tous leurs trésors, ils viennent apporter un peu de simplicité et de bonne humeur. Et dans les scènes entre Guignol et Madelon, on va retrouver les scènes entre le père Coquart et la mère Coquart. C'est vraiment... Guignol est tout à fait dérivé de ces théâtres crèches. Alors ce théâtre de la crèche disparaîtra définitivement en 1903, suite aux exigences du maire Victor Augagneur. Quand vous passerez sur le quai Augagneur, vous penserez que ce maire est un tueur de crèche. En effet, le 28 août 1901, au nom de l'hygiène et de la sécurité, l'administration municipale entre en conflit avec, il faut bien le dire, le dernier théâtre de crèche qui restait encore, le théâtre Joly. Parce qu'il faudrait, pour le théâtre Joly, pour répondre aux exigences de la municipalité et du maire, agrandir la salle, hausser le plafond, créer des dégagements autres que la petite porte par laquelle tout le monde se bousculait pour la sortie. Alors les dépenses à engager sont évidemment hors de proportion avec les maigres ressources du théâtre, d'autant plus que les difficultés avaient commencé dès 1883. Après l'installation du cirque Rancy, avenue de Saxe, en 1882. Alors il est bien évident que les parents emmenaient les enfants au cirque plutôt qu'à la crèche où c'était du réchauffé, tout ça. Et puis, également, à partir de 1894, il va y avoir les frères Lumière et leur cinématographe, et le Théâtre des Célestins qui va instaurer des matinées, des séances en matinée et à prix réduit. Donc, tout cela, on peut dire que le maire ne fait qu'achever ce qui était déjà très... puisqu'il ne restait plus qu'un théâtre, le théâtre Joly. Alors, les crèches lyonnaises ont fait l'objet de plusieurs études. Je citerai Gaston Batty, le théâtre Joly, les crèches et les marionnettes lyonnaises à fil, publié en 1937. Louis Aguettant, un article, le théâtre de la crèche, publié dans l'Almanach lyonnais, également de 1937. Dans les vieilleries lyonnaises, c'est en ancien petit spectateur que Nisier du Puy-Pelu a parlé des crèches dans un chapitre intitulé Noël et daté du 24 décembre 1872. Vous savez que les vieilleries lyonnaises, sous le titre de vieilleries lyonnaises, Nisier du Puy-Pelu, de son nom Claire Tisseur, architecte qui a construit entre autres la mairie du 2e arrondissement, l'église Saint-Blandine, Nisier du Puy-Pelu, sous le titre de Vieilleries lyonnaises, a regroupé un certain nombre d'articles qu'il avait publiés dans des revues, des bulletins, etc. Alors, plus récemment, Gérard Truchet, le président de la Société des Amis de Lyon et de Guignol, dans une conférence donnée le samedi 13 octobre 2001 au Palais de la Mutualité, conférence qui reprenait d'ailleurs et complétait 2 causeries qu'il avait faites, l'une au musée de Gadagne et l'autre à la Société Rive Gauche, a en quelque sorte résumé les études précédemment citées. Et cette conférence a été publiée dans le bulletin de la Société des Amis de Lyon et de Guignol, les bulletins de février, juillet et octobre 2002. Enfin, dans la salle marionnette traditionnelle en France, les musées Gadagne consacrent une fiche bien documentée à la thématique des crèches. Donc, après cet historique sur les crèches lyonnaises, je ne vais pas redire ce que
notamment Bati a dit, je donnerai la parole, ce sera plus vivant, surtout pour un spectacle, eh bien, il vaut mieux que vous y assistiez un peu. Donc je donnerai la parole à deux auteurs de dictionnaire lyonnais, Vacher et Nisier du Puy-Pelu, car ils présentent l'avantage d'avoir assisté dans leur enfance à des spectacles de crèche, donc ils savent de quoi ils parlent. Alors, c'est dans son glossaire des Gones de Lyon, publié en 1907, que Vacher évoque la crèche. Sous l'entrée crèche, voici ce qu'il écrit. On sait de qui l'on parle quand on dit l'enfant de la crèche. C'est l'enfant Jésus. Or, autrefois, il y avait de petits théâtres de marionnettes, la joie des Gones, où l'on représentait ce doux et joyeux mystère. On représentait bien d'autres pièces, mais le spectacle commençait toujours par la naissance du petit Jésus. De là le nom de crèche donné au théâtre. J'ai beaucoup connu et fréquenté celui de la rue Mercière, il y a plus d'un demi-siècle, c'est-à-dire à l'époque, vers 1850, où tous les théâtres, enfin ils florissaient, il y en avait 4 rue Noire. En revanche, la définition donnée par Nisier du Puy-Pelu dans son Littré de la Grand-Côte est très succincte et elle serait décevante si on ne savait pas qu'il en a fait la description dans les vieilleries lyonnaises. Voici ce qu'il dit à l'entrée crèche, nom donné à Lyon à des représentations du mystère de la Nativité au moyen de marionnettes suspendues par des fils. Ces représentations étaient destinées aux enfants. Mais dans les vieilleries lyonnaises, publiées en 1891 et rééditées chez Jean Honoré en 1980, Nisier du Puy-Pelu décrit, avec une certaine nostalgie, or il n'est pas très vieux, en 1872, comme il est né en 1827, il a 45 ans. Donc, enfin, il décrit avec une certaine nostalgie les Noëls d'autrefois et il parle longuement. L'article tient 19 pages et il en consacre presque 9 au théâtre enfantin de la crèche. Donc, je vous en cite des passages. Mais qui de nous, parmi ceux qui ont passé la cinquantaine, il vieillit un peu puisqu'il a 47 ans, ne se souvient de la crèche de la rue Ferrandière? Vous voyez déjà, Vacher parle de la crèche de la rue Mercière et lui, c'est la rue Ferrandière. Mais qui de nous, parmi ceux qui ont passé la cinquantaine, ne se souvient de la crèche de la rue Ferrandière qui disparut en 1846 ou 47 dans le percement de la rue centrale et qu'on tenta vainement de ressusciter un peu plus tard? La crèche. Quel mot magique! Rien que le son de ces 2 syllabes fait encore plaisir à entendre, tellement il rappelle ce qu'on éprouvait quand la mère disait « Si tu es bien sage, je te mènerai jeudi à la crèche ». En rêvait-on jusqu'au jeudi, Seigneur, et combien de nuits après? A-t-on éprouvé depuis, dans la vie, un bonheur comparable à celui-là? Pour moi, si l'on m'eût alors demandé en quoi pouvait consister le paradis, j'aurais sans hésiter répondu que c'était un endroit où l'on jouait la crèche pendant toute l'éternité. Je n'ai point vu le temps où, dit-on, la crèche seule composait toute la représentation. C'était plutôt au tout début, 1770, etc. Toujours la même, et dont les petits spectateurs rapportaient comme une sorte d'impression religieuse, une vision des réalités dont ils avaient lu le récit dans leur petite histoire sainte. Mais du moins, de mon temps en cœur, la crèche était toujours le morceau permanent, traditionnel de la représentation. On y joignait bien sûr quelques pièces enfantines. J'ai gardé souvenir d'une qui avait nom Célico ou le Petit Nègre. Ah, la crèche, était-ce beau, mon Dieu! Ces rois avec leurs beaux manteaux rouges, la médeur, ces bergers agenouillés et leurs agneaux blancs, et ces petits anges volants avec leurs banderoles qui chantaient de jolis cantiques. C'est bien cela qui devait ressembler au paradis. Ce qui marque combien notre crèche était nôtre, à nous Lyonnais, que c'était bien une tradition de l'endroit, c'est qu'il y figurait des personnages lyonnais, tout comme dans les Noëls. Les Lyonnais, c'étaient 2 types légendaires et invariables, le père et la mère Coquart. Les noms seuls ne sont-ils pas assez du cru? Ils portaient le costume du XVIIIe siècle, et je vois encore l'habit marron à boutons d'or du père Coquart, ses culottes courtes, ses bas chinés, ses jarretières à boucles,
son tricorne et son salsifis par derrière. C'est le portrait de Guignol, pratiquement. La coiffe à barbe, bien blanche, et la robe de toile peinte à grand ramage de la mère Coquard. Ils arrivaient en retard, tout essoufflés, au milieu de l'adoration des bergers, des mages, et ils entraient par la coulisse de droite. Le père Coquard portait sa célèbre lanterne, souvenir du temps où les rues de Lyon n'étaient pas éclairées et où personne ne sortait sans falot. Le mari et la femme, comme bien s'accorde, se disputaient tout le temps qu'ils étaient en scène. Mais naturellement aussi, la femme était la plus grondeuse. C'était le père Coquard qui n'éclairait pas la mère Coquard, c'était le père Coquard qui allait trop vite, c'était le père Coquard qui allait trop doucement. Enfin, il débitait à l'enfant divin un joli petit compliment et, s'en retournant, recommençait à se disputer. Mais il y avait encore à la crèche 2 autres Lyonnais. Voyez-vous bien ces 2 niches à droite et à gauche de la scène. Elles sont défendues des regards indiscrets par un rideau vert. Nous sommes arrivés à l'entracte. Les enfants babillent, crient. On sent une bonne odeur de pelure d'orange. Les bonnes tapent, les mamans grondent. Soudain, un violent coup de sonnette. Tout se tait par enchantement. Les morceaux d'orange eux-mêmes s'arrêtent dans leur voyage jusqu'à la bouche. Le rideau de la niche de droite se tire tout seul. Que vois-je au ciel? Un joli petit automate. C'est un niafre, un savetier dans son échoppe. C'est trait pour trait ce savetier dans son échoppe en plein vent sur la place des Cordeliers en face de la Grenette. Ce petit savetier, vêtu toujours à la façon du XVIIIe siècle, se met à battre en cadence un petit cuir. Pan, pan, pan. Cependant, il chante, sur un vieux rythme lyonnais, une chanson naïve et morale dont j'ai seulement retenu un couplet et le refrain. Les temps sont bien durs. Ah oui, bien plus durs que le mur de ta boutique. Frappe ton cuir, enfant de la manique, et ton corps sera toujours pur. Mais quoi? Un autre entracte. Cette fois, on est sur ses gardes. C'est le tour du rideau de gauche. Voici le gentil gagne-petit. Il ressemble trait pour trait au petit rémouleur dans ce délicieux tableau de Grobon, qui est au musée des peintres lyonnais. Bzou, bzou, fait la meule. On entend le clapotement pan, pan de la pédale qui la fait tourner. On voit les étincelles jaillir comme un feu d'artifice de la lame du couteau qu'aiguise le gagne-petit. Ma mémoire s'est refermée sur elle, comme les ronds sur la pierre qui y est tombée. Fin de compte, les joies épuisées, les petits accablés d'émotion, venait l'heure de rentrer au giron maternel. Avant le départ, les gens du théâtre, comme si c'eût été l'âme invisible de la crèche, chantaient le bonsoir à leurs petits hôtes. Ces voix célestes qui tombaient des frises étaient d'un mystérieux. Mes petits enfants, à vos bons parents, soyez toujours bien obéissants. Ou quelque chose comme cela, car ma méchante mémoire m'oblige à le mettre en prose. Donc on a une description de ce qui se passait à la crèche de la rue Ferrondière. Il existait aussi, en rue Noire, une autre crèche plus ancienne, dont j'ai gardé un souvenir plus vague, ne l'ayant vu que dans la tendre enfance. Donc, il est né en 1827, vous voyez, tout à fait 1830-35. Celle-ci avait mieux conservé les traditions des mystères du Moyen-Âge, dont elle était évidemment une continuation affaiblie à l'usage des enfants. Le spectacle se composait non seulement du mystère de l'adoration des mages et de celle des bergers, mais encore de ceux de l'Annonciation, du massacre des innocents, etc., etc., et d'une pièce, là, l'introduction de la partie profane, et d'une pièce ordinairement à brigands. Les enfants aiment bien les brigands. Il se terminait par des tableaux mouvants, comme un port de mer avec une tempête ou quelque chose de ce genre. Pour rendre l'intelligence des émissaires plus facile aux petits-enfants, un homme debout sur le théâtre expliquait la scène. Les intermèdes n'étaient pas ce qu'il y avait de moins agréable. Sur le théâtre, on voyait la mère Gigogne. D'innombrables enfants, tout petits, sortaient de dessous ses jupes et se mettaient à danser avec elle. Après quoi, la mère Gigogne devenait un ballon avec une nacelle dans laquelle on fourrait tous les enfants
et le tout de s'élever dans les cieux. N'était-ce pas vraiment extraordinaire? Dans un autre intermède apparaissaient de petites poutronnes, toutes basses. Alors poutronne, c'est pas ce que vous pensez, c'est la poupée. Mot qui est bien conservé d'ailleurs dans le français du Québec. J'ai eu un collègue il y a très longtemps qui était venu passer 1 an à Lyon pour revoir sa thèse et c'était un jeune père de famille et un jour il me demande où il pourrait trouver une jolie poutronne. Moi, je l'ai regardé un peu effaré en pensant à sa femme, bien sûr. Alors je lui ai quand même demandé mais qu'est-ce que tu veux comme et j'ai compris que c'était une poupée. Donc je lui ai expliqué que en France la poutronne avait pris un sens très très péjoratif. Et depuis, d'ailleurs, le Québec a plus ou moins abandonné et parle de la poupée. Alors, donc, dans un autre intermède apparaissaient des petites poutronnes toutes basses. Puis, en dansant, voilà qu'elles grandissaient, qu'elles en étaient immenses. Puis, elles se rapetissaient de nouveau à toucher terre. Cette transformation était si miraculeuse qu'elle en coupait la respiration positivement. À droite et à gauche de la scène, comme à la crèche de la rue Ferrandière, il y avait le rémouleur et le savetier. Le savetier ne chantait pas, comme en rue Ferrandière, une chanson lyonnaise, mais une ariette parisienne. Cette ariette devait être en vogue, je l'ai souvent entendue chanter. Donc voilà une description de 2 crèches en rue Noire et rue Ferrandière par Nisier du Puy-Pelu. Alors, dans ce même chapitre, Nisier du Puy-Pelu déplore la perte d'un trésor inestimable, et je le cite, « C'était un vieux bouquin déchiré que j'ai vu traîner à la maison dans mon enfance, et qui était un recueil de Noël lyonnais, les uns en patois, les autres en langage populaire du XVIIIe siècle. » Cette évocation d'un recueil de Noël lyonnais me conduit à parler de la probable utilisation des Noëls anciens, pour des spectacles de marionnettes jouant la nativité. Alors, qu'en est-il des Noëls? Eh bien, c'est dans le dernier quart du XVe siècle que les Noëls font leur apparition. Les premiers Noëls connus sont ceux de Jean Tisserand, un franciscain, donc c'est pas étonnant, Saint François d'Assise. Il ne s'agit sans doute pas d'un hasard, et les fils de Saint François pourraient bien avoir joué un rôle très important dans cette genèse. On connaît l'attachement de Saint François, bien sûr, à la crèche, dont il est en quelque sorte le diffuseur. Alors, les recueils de Noël du XVIe siècle, surtout, sont souvent intitulés « Chansons de Noël ». Alors, en dehors de la sphère familiale et de l'Église, les Noëls pouvaient être chantés de porte en porte, un peu à la manière d'une chanson de quête. Les enfants venaient taper aux portes, chantaient un chant de Noël et on leur donnait des bonbons ou autre chose. Et ces Noëls, alors populaires, parce qu'il y avait aussi les Noëls savants écrits en latin, mais cela ne nous intéresse pas dans le cadre de ce que nous traitons. Alors les Noëls populaires, ils s'enracinaient géographiquement par la langue dans laquelle ils étaient écrits et par les noms de lieux. Souvent, le Bethléem auquel on invite les fidèles à se rendre en compagnie des bergers n'est plus celui de l'Évangile. Ce n'est même pas Bethléem. Par exemple, dans les Noëls et les crèches comtoises, eh bien, c'est Besançon, le lieu de naissance de Jésus, tout simplement. Alors, lorsque le lieu... Mais c'est vraiment complet lorsque le lieu de la crèche, donc un lieu local comme Besançon, et l'itinéraire pour y parvenir empruntent à telle ou telle géographie, allant même jusqu'à la mention de microtoponymes, donc des lieux dits, etc. Et les noms des personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament peuvent même céder la place à des noms de personnages bien réels qui insèrent le texte vraiment dans une communauté locale. Et il y a quelques Noëls qui ont été étudiés et il y a des personnages qui ont pu être identifiés avec
des personnalités qui avaient vraiment réellement vécu dans le pays, enfin, par exemple à Besançon. Donc, vous voyez, c'est vraiment du local. Alors, c'est pour cela que l'on peut penser que du Noël à la crèche théâtre, ben, il n'y a qu'un pas. Alors, nous n'avons pas d'édition complète de Noël lyonnais. Ces derniers sont dispersés dans diverses publications, pas toujours universitaires, et par là, difficiles à répertorier. On en trouve même dans des bulletins paroissiaux. Donc, vous voyez, c'est quand même... Mais dans textes littéraires en dialecte lyonnais, poèmes, théâtre, Noël et chansons, 18e, 19e, 16e, 19e siècle, Simone Escoffier et Anne-Marie Viurpas ont publié quelques-uns de ces Noëls. Publication donc du CNRS en 1981. Et plus récemment, une étudiante italienne du Val d'Ost, Marina Fey de l'Université de Turin, a soutenu une thèse sur des Noëls en français et en dialecte du XVIe siècle et à partir de recueils faits à Lyon. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont été faits à Lyon qu'ils sont automatiquement lyonnais. Il y en a même un qui est poitevin. Alors, le directeur de thèse de Marina Fey, le professeur Montbello, avait préparé sa thèse d'État à Lyon. Et il avait eu l'occasion de farfouiller dans les archives. Et il avait été intéressé par ce genre, le genre noélique, comme on l'appelle. Et il a publié 1 ou 2 Noëls avec explication. Et il avait toujours en tête que ça pourrait faire un sujet de thèse. Il l'a donc proposé à Marina Fey. Et il m'a demandé de co-diriger la thèse, ce que j'ai évidemment accepté avec plaisir. Mais surtout, j'ai pu publier l'ouvrage dans une des collections du Centre d'études linguistiques que je dirigeais alors. Et sa thèse donc s'intitule « Noël en français et en dialecte du XVIe siècle » et elle a été publiée en 2002. Alors, Marina Fey présente une édition avec un glossaire très important, non seulement des noms communs, mais de tous les noms de lieux et des personnages. Alors, ce sont tous des Noëls remontant au XVIe siècle. Et parmi tous les Noëls, donc parmi tous ces Noëls lyonnais, j'en retiendrai 2 qui pourraient parfaitement avoir été mis en scène pour la joie des petits et également des plus grands, dans les premières crèches lyonnaises à la fin du XVIIIe siècle. Car, contrairement au XIXe siècle, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas de témoignage, nous n'avons pas un Isier du Puplu pour nous raconter ce qui se passait en 1770. Alors, le premier Noël que j'ai choisi date du XVIe siècle. Et il figure donc dans l'ouvrage de Marina Fey. Le poète, alors dans ce Noël, le poète prend plaisir à faire défiler devant nous les gens de Lyon. Lyon, avec une description de leur esprit, leur qualité et plus encore leurs défauts. Alors d'abord les habitants de la ville et ensuite les habitants des villages alentours. Et on verra toutes ces moqueries un peu à l'encontre du voisin, le village voisin, qui évidemment n'est pas aussi bien que mon village. Alors l'auteur évoque les principaux quartiers de Lyon, leurs paroisses et abbayes, Saint-Jean, Saint-Just, Saint-Paul, Saint-Nizier, Fourvière, Énay, la Platière, Saint-Pierre, Saint-Irénée, Saint-Georges, la Déserte, Saint-Vincent, Saint-Antoine, Saint-Romain, etc. Alors, je vais vous en lire des extraits. Je ne le lis pas dans la langue parce que c'est le XVIe siècle. Par exemple, je commence la première strophe. « Chantons à Lyon pour ce Noël mixte, né de Marion. » Mixte, c'est un mot du XVIe qui signifie joli, gracieux. Donc, chantons à Lyon pour ce Noël, pour cet enfant Jésus, gracieux, et né de Marion. C'est souvent le diminutif de la Vierge Marie. On l'appelle Marion, Marinette, enfin. Alors, la pucelle est grosse, du roi de Sion, dont sortit la source de rédemption. De son pucelage à la déité a fait un message pour l'humanité. Alors, vous voyez, tout de suite, chantons à Lyon. Et ensuite, on va passer à tous les... Alors, on présente d'abord, donc la Sainte Vierge, Joseph, les bergers qui s'assemblent
et aussi les rois. Donc on présente tous les personnages de la crèche. Et on mande à la fête les gens de Lyon. Et voilà qui vont défiler. Seigneur de Saint-Jean, donc ce sont les chanoines comtes de Saint-Jean, menait bon noble train. Saint-Just suivait. Je vous traduis, hein, parce que... Et Saint-Paul était le prochain. Saint-Nizier, Fourvière, appelait Aînay. Ceux de la Platière y viennent tout gais, tout contents. Saint-Pierre ne manque pas, ni Saint-Irénée. Saint-Georges n'irait pas sans ses coponniers. Alors que les coponniers, c'est intéressant, ce sont des sergents de ville, mais c'était également des... Ils avaient la fonction de portefaix, c'est-à-dire que suivant un tarif donné, ils avaient la charge de porter des bateaux qui arrivaient avec du blé, enfin différentes choses, du bois, etc. Ils avaient la charge de porter ces denrées qui arrivaient au port de Saône et en face de Saint-Georges, enfin le quai de... Le port Sublais, et ils avaient la charge, moyennant tarif, donc de les porter, toutes ces choses, aux chanoines comtes de Saint-Jean. Donc les coponniers, alors Saint-Georges n'irait pas sans ses coponniers. Saint-Antoine y marche avec un jambon. Saint-Romain y trotte, Saint-Michel survient, Saint-Sorlin se crotte, Vèze connaît bien la nouvelle. L'hôpital s'apprête pour bercer l'enfant. Alors, voilà donc une description des principales paroisses qui vont se hâter vers l'enfant Jésus. Les mendiants, les reclus font appel à tous les villages d'autour. Alors, lorsque l'île regrogne, traduction, lorsque l'île Barbe manifeste son mécontentement. Alors, l'île Barbe manifeste son mécontentement. Saint-Cyr se réjouit. Saint-Didier gronde de dépit. Dardilly fait du bruit. Et Limonest prépare ce qui va faire des cadeaux. Donc, vous voyez, s'il y en a qui grognent, il y en a d'autres qui sont prêts, qui sont généreux, prêts à faire des cadeaux. Et Curis écoute. De ceux d'Albini, sœur du menu fretin. Donc, vous voyez l'image d'Albini. Bon, il n'y a que des pauvres gueux qui habitent à Albini. Dont sœur grand feutaille de ceux d'Arbini. Saint-Germain s'enorgueillit. Charnay aspire à des moments heureux. Collonges est furieux. Tassin a ses ânes. De Chazet arrivent les cannes et Écully mutine, taquine. Sainte-Foy y traîne ses bennes et ses petits barils, parce qu'il faut savoir qu'au XVIe siècle, Sainte-Foy était tout entier le coteau planté de vignes. Donc Sainte-Foy va traîner jusqu'à la crèche ses bennes et ses petits barils. Oulin se tord de rire. Brinda prend son temps. Irini folâtre. Grézieux-la-Varenne est caché. On ne sait pas où il est. Grézieux-la-Varenne. Et Charlie se blesse en s'approchant de Saint-Genis. Saint-Genis-Laval. Chaponneau court impatiemment. Brignais s'entête. Vernaison s'émerveille. Soucieux hésite. Le pauvre sot, et Chasselet danse. De la Guillotière, les celliers viendront. Trévoux, avec ses seigneurs, viendra également, se moquant de Giveur. Vaugneray s'estime, s'enorgueillit, elle aussi, et Iseron s'endort. Donc voilà une description de tous les paroisses et les villages entour. Alors, la fin, c'est évidemment que Marie regarde leur déploiement de pompes et leur train de vie, tout ce qu'ils amènent. L'une est trop vaniteuse, l'autre a le sein nu, l'autre
s'arrange, se pouponne, on peut dire, se pomponne, et 100 000 caquettes. C'est vraiment le... et voilà, qu'est-ce qui va se terminer, évidemment? En cette frérie, viendront tous pour saluer le Nollet, le petit enfant Jésus, puis on fit boire, et quoi donc? Le vin de Myrie. Et la dernière strophe, toute la nuitée, les gens de Lyon, près de la couchée, font procession. Parce que, évidemment, surtout s'il y en a 100 000 qui caquettent, c'est une procession. Alors, puis Jésus montre qu'il voulait dormir. Alors, chacun s'accoutre, se prépare pour s'en revenir. Donc, voilà un Noël que l'on voit beaucoup plus illustré, joué, que lu. Et le deuxième, j'ai encore le temps, le deuxième retenu date de 1723 environ, et il met en scène une interminable procession, enfin plutôt un défilé des notabilités lyonnaises en route vers l'enfant. Et dans ce défilé, dans cette procession, semble ne compter que les préséances. Toi, tu ne passeras pas avant moi. Les différents ordres religieux, si nombreux et si puissants alors à Lyon, viennent en tête. Puis les corporations et tout à la fin, le menu peuple, les charretiers. Et sur les 58, mais alors c'est vraiment, on voit l'évolution de plus en plus profane, car sur les 58 strophes que comporte ce Noël, seules les 11 premières sont un bref rappel, mais un bref rappel de la scène traditionnelle de la Nativité, une description sommaire de la Sainte Famille avec l'âne et le bœuf, et encore, comme description sommaire, je vous donne deux strophes, les strophes 8 et 9. « Vois-tu le pauvre petit, mon Dieu qu'il est gentil, sa mère qui le réchauffe avec son haleine. Le père, tout décrépit, lance à l'âne un coup de pied. Et le bœuf, avec sa queue, qu'est-ce qu'il tortille? Tu devrais bien lui donner un coup de tamasse. Il n'est ma foi pas détaché. Zou, bon Dieu, abat-le-moi. » Donc, vous voyez ce qu'il y a de religieux. Bon. Et alors maintenant, j'en arrive donc aux strophes 12 et jusqu'à 58, qui sont vraiment... Alors, je vous en cite quelques-unes, parce que... Alors, ça commence déjà par la strophe 11. « Taisez-vous, si vous voulez bien, car voici les contes, les chanoines de contes de Saint-Jean. Ils sont les tout premiers. Avec leur suite, Saint-Just, les barons de contes des barons de Saint-Just, Saint-Paul qui suit, et les crottés de Saint-Nizier. S'il y a des paroissiens de Saint-Nizier, vous apprécierez les crottés de Saint-Nizier. Tandis qu'au XVIe siècle, on ne citait que les paroisses, vous voyez. Ou alors signalant, comme pour Saint-Georges, les coponniers, une corporation. Tandis que là, c'est vraiment satirique d'un bout à l'autre. Les nouveaux nobles d'Annay, portent leur bannière. Ils viennent d'un cœur tout gai, en criant « arrière », préséance. Mais au premier coup de sifflet, ils ont tout de suite été quoi? Voilà bien les innocents du quartier de la Platière. Hélas qu'ils sont bonnes gens. Ils ne savent rien dire. Ils sont tous à moitié fous. Ils donnent des liards pour des sous. Les carmes ne font-ils pas bien dans leur cuisine de boire fort et souvent? Et puis, quand il faut partir, ils ne savent par où passer. Ils ont tellement bu. Les Augustins, leurs voisins, ne font pas de même. Ils s'y prennent dès le matin pour boire à leur aise et pour marcher d'un bon pas, c'est-à-dire qu'ils vont boire en route. Eux, ils sont plus dégourdis que les autres qui boivent avant de partir. Qu'est-ce donc que ces vauriens? Ce sont les minimes. Peste, quels gueux sont ceux-là? Les Antonins viennent bien, portant leurs abats qui ne leur coûtent rien du tout. Saint-Antoine, leur patron, leur engraisse des cochons. Saint-Irénée vient bien fort avec sa trogne. Je suis de Saint-Irénée, je ne savais pas que les Pyrénées faisaient la trogne. Tiens, encore les cordeliers. Ça, c'est l'observance. Jésus-Marie, quel gosier! Oh, quelle grosse panse! Ils ont ma foi tant gueulé qu'ils ne peuvent plus japper.
Qu'est-ce que c'est donc que ceux-là? Ils sont en chemise. Je les connais, ils sont d'ici. Ce sont les Génovéfains. Je ne vous cite pas tout parce que... Voici bien les Capucins, avec leurs grandes barbes. Ils sont, mon âme, 120, sans compter les frères, qui sont restés en arrière, au soleil, pour s'épouiller. Les carmes des chauds, tout bons, qui ont bien assez de misère, demandent vite aux poupons s'il n'y a pas des restes. Le bon Joseph dit que non, et cache vite les beignets. Et les bons pères chartreux ont-ils perdu la tête de n'être pas pieds nus à cette belle fête? Mais leur père Saint-Bruno veut qu'ils n'aillent qu'à cheval. Qu'est-ce que c'est donc que ces... Alors voilà pour les ordres religieux. Maintenant, on passe aux notabilités. Qu'est-ce que c'est donc que ces gros gras? C'est les gens de justice. Ils ont le gosier pavé, ne vivant que d'épices. Hélas, laissez-les passer, car il n'est pas bon de s'y frotter. Toutes les corporations courent pour tout voir, surtout les taffetatiers, les pauvres foireux. Ils voudraient prier l'enfant de parler à leurs marchands. Et on arrive au prévôt des marchands. Notre prévôt des marchands amène Bombance. Et pour amuser l'enfant, il veut que l'on danse. Voici les arquebusiers qui amènent les ménétriers. Les échevins, gros marchands de la loge du change, veulent autour de l'enfant danser tout un branle. Et les chenapans du guet, qui aiment tant la lune, puisque c'est la nuit, mettraient 200 poches à sec, sans en manquer une. Si vous n'avez pas le sou, gare la boîte aux cailloux. Et je termine par le dernier. Bon, il y a aussi les pâtissiers, comme regarde donc les pâtissiers avec Delorme. Donc voilà, il citait un nom, et Delorme qui a vraiment vécu à l'époque. Regarde donc les pâtissiers avec Delorme. Ah, s'il n'était que gris, il serait assez drôle. Mais il n'est ni gris ni soûl. Il apporte des pets de loup. Observe les portefaix de toutes les bandes. La douane fait bande à part, avec le louche Moyard. Là aussi, un nom de personnage qui a vécu réellement. Et ça se termine par les charretiers. Les vois-tu, les charretiers aux quatre pointes, leurs femmes sont par derrière. Ah, les bonnes langues. Ils promettent aux petits de ne jamais plus sacrer, de ne jamais plus jurer. Les charretiers jurés comme un charretier. Et le dernier couplet, à ça, il est bientôt temps que l'enfant repose. Croyez-moi, allons-nous-en, tirons nos choses, baisons ces petits petons en prenant sa bénédiction. Donc, ma conclusion, car j'en arrive à la conclusion, sera en forme de question. Ne pensez-vous pas, après avoir entendu quelques courts extraits de deux Noëls lyonnais, qu'ils peuvent avoir servi de livret pour les premières crèches théâtre, car ces Noëls sont davantage écrits pour être rejoués qu'être lus tranquillement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce parcours du 19e siècle jusqu'au 16e siècle à travers une culture à la fois populaire, qui est touchante, je trouve, et dont on a peu de témoignages et qui mériterait qu'on s'y penche plus dessus. Mais je vais vous poser une première question pour ouvrir un peu le débat et laisser après la salle poser leurs questions. Les textes que vous nous avez donnés ont été conservés comment? En particulier celui du XVIe siècle. C'est un texte qui vient d'où? Parce qu'au XVIe siècle, c'est l'époque des imprimeurs, et surtout à Lyon. Donc ils ont été, pour la première fois, on voit ces qu'on appelle des plaquettes de Noël. Donc ils sont publiés, on ne sait pas, on ne peut pas les suivre avant. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas été publiés, qui sont simplement... Mais enfin, il y en a peu. Donc on les trouve à la Bibliothèque municipale de Lyon ou... Ah ben les plaquettes, vous les trouvez, oui bien sûr. Mais ils ont été publiés donc par Marina Fey, toutes les plaquettes lyonnaises.
S'il y a des questions dans la salle. Merci, moi j'étais pas là au début et j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est un savetier. Un quoi? Un savetier. Ah ben, c'est un ouvrier qui travaille les savates, les chaussures. C'est oui, le savetier. Maintenant, on dit un cordonnier. Ça fait plus chic que savetier, savate. C'est le cordonnier. Moi, j'aurais une deuxième question à poser. C'est, il y a un spectacle pour les enfants, et ça se voit bien dans les témoignages du 19e siècle. Du 18e. 18e. Ah non, de 19e de Pupelu. Voilà, oui. Oui, oui, oui. Et donc, il y a cet émerveillement devant la crèche. Donc, on a bien l'impression que ces théâtres-là sont une animation d'un objet qui est d'abord la crèche. Oui, toujours. Donc, au 16e, on avait déjà des crèches qui étaient des spectacles très populaires avec... On n'a pas d'attestation, enfin sinon des représentations dans les églises, mais alors la crèche vraiment tirée de l'Évangile. Et tout le reste avait été expulsé par l'Église quand ici étaient mêlés des choses grivoises, etc. Et on voit qu'au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, au départ c'est vraiment le sujet religieux, puis il perd de plus en plus de l'importance au profit d'autres, comme déjà... Nisier du Pupelu dit que dans cette représentation, il y avait aussi une petite, les petits nègres. Enfin, il y avait une petite pièce. Oui, parce que ce que vous nous avez raconté était très intéressant. On voit quasiment s'animer de la crèche statique au spectacle pour enfants, avec une dérive sur le spectacle, sur un spectacle plus populaire. Oui. Et là, c'est vivant. Parce que comme les mères, les bonnes assistaient aussi au spectacle, il se glissait des remarques qui dépassaient peut-être l'entendement des enfants. Et c'est pour cela que c'est très curieux. Autant le préfet du Rhône fait surveiller les spectacles de Guignol, mais il fait aussi surveiller les crèches. Alors qu'à première vue, on se dit les crèches, c'est un sujet religieux. Enfin, mais non, il y a, et de plus on avance, plus la partie religieuse perd de l'importance. Pour quelquefois, vous voyez, dans le dernier du 18e que je vous ai lu, il n'y a rien. Enfin, même la description de la Sainte Vierge, de Saint Joseph et du Beau-Félane, c'est pas tiré de l'Évangile. Y a-t-il d'autres questions? Vous n'avez rien trouvé au XVIIe siècle. Là ? Vous n'avez rien trouvé au XVIIe siècle. Ah non. Non, parce que les crèches commencent, semble-t-il, enfin la première attestée est en 1770, voilà, les spectacles. Mais on sait qu'il y avait des... Vous voyez, ça se mélange avec les mystères, les Noëls. Là, c'est une hypothèse que j'avance, enfin, mais ces Noëls, enfin les deux que je vous ai donnés, montrés, sont vraiment faits pour être représentés, pour être joués. Oui. Je parle des royaumes qui avaient lieu dans les villages régulièrement chaque année, où on élisait, où on prenait, enfin celui qui voulait être roi, celle qui voulait être reine, offrait des brioches, etc. pour pouvoir avoir le poste, si je puis dire. Et ensuite, il y avait des scénettes qui étaient jouées. Et c'est pour ça que je posais la question pour le XVIIe siècle. Pour le Berry, j'ai la collègue de l'Atlas linguistique du Centre. Dans son village, ça existait encore vers 1980. Celui qui voulait être roi offrait la brioche à la sortie des messes. C'est ça. Donc vous voyez, ça a perduré. Alors je ne sais pas maintenant, parce que depuis 1980, ça a dû passer. Il y a beaucoup de choses qui se sont perdues.
Et pour le XVIIe siècle, chez les jésuites, qui utilisaient beaucoup le théâtre à des fins pédagogiques, oui. est-ce que l'on peut retrouver oui, mais alors c'était vraiment privé. Enfin, ça fait partie du spectacle un peu privé, dans l'intérieur du collège. D'accord. Alors, il représentait peut-être une de ces Noëls. On peut tout imaginer. Oui. Faire jouer par tous les enfants, tous les garçons. Surtout que dans ces Noëls, on n'a pas vu, à part les 100 000 femmes qui caquettent, c'est surtout des hommes. Enfin, donc, les élèves des jésuites pouvaient très bien avoir interprété des Noëls. Et on sait qu'ils interprétaient que c'était très développé même. Oui, j'ai remarqué qu'il ne manquait pas un ordre religieux masculin. J'ai oublié de citer les jésuites. Oui, mais enfin, mais il y en a un sur les jésuites. Par contre, il n'y avait aucun ordre religieux féminin. À moins qu'elle soit comprise dans les femmes qui caquettent. Non. Alors, je vous cite dans le Noël du XVIIIe siècle sur les jésuites. Ah, quelle troupe de corbeaux! Ce sont les jésuites. La vilaine sorte d'oiseaux pour les jansénistes. Ils cherchent qu'à donner des coups par devant et par derrière. Voilà. Mais là, on est beaucoup plus dans la satire, et ça plus... Du début à la fin, ce Noël lyonnais du 18e, donc vers 1723 à peu près daté, d'après les allusions, et les personnes qui ont vécu, comme le pâtissier, voilà, et puis l'autre qui a aussi un juge. Eh bien, grâce à ces personnages qui ont réellement vécu, on a pu dater le Noël des environs de 1723. D'accord. Donc là, ce n'était que prétexte pour... C'est que prétexte. Et puis c'est même brutal. Enfin, Saint-Joseph qui donne un coup de pied à l'âne, et le boeuf qui donne-moi ta masse pour que je la batte, il n'est pas détaché, allez, zou, bon Dieu, abat-le-moi. C'est un peu violent. Je ne suis pas très catholique. Voilà, donc y a-t-il une autre question ? Nous allons finir là et remercions notre présidente de nous avoir